Bonjour, aujourd'hui dimanche, dernier dimanche en fait, avant Noël, je propose de découvrir un livre qui est sorti il y a presque 20 ans en tout cas, aux États-Unis. Alors j'ai pas très bien compris, vu ce qu'il y a écrit à l'intérieur, si c'était de 2005 ou de 98 pour les presses de la Cité. On va partir du principe que ça a 20 ans, hein, voilà, même pour sa version française. Et je vous propose donc de découvrir un livre que je trouve relativement intéressant, autour de Star Wars. Ça s'appelle La magie du mythe. Le titre m'amuse d'ailleurs parce que si c'était sorti maintenant avec Disney, ça serait très mal pris, hein, parce que le terme magie est quand même largement galvaudé par Disney. Mais voilà, c'est sorti sous ce nom-là, La magie du mythe, à la source des mondes fabuleux de George Lucas, par Mary Henderson. Alors je dis que d'habitude ce genre de bouquin m'intéresse pas parce que je n'aime pas les livres ou les écrits qui ont tendance à trop intellectualiser un sujet qui est juste, comment dirais-je, de l'entertainment. Un sujet qui certes m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup influencé dans ma vie et même dans ma vie professionnelle, mais le fait est que faut pas trop en ajouter, quoi. Ne pas forcément trouver des significations là où il n'y en a pas. Mais là, c'est intéressant parce qu'en fait, on comprend un peu mieux les choix de George Lucas et surtout la raison pour laquelle des œuvres comme Star Wars sont capables non seulement de nous inspirer, mais en plus de faire écho à plein de choses que l'on connaît ou pas, hein, voilà, ou qu'on va apprendre à connaître. C'est le cas pour beaucoup de choses, de manière en fait très évidente. Par exemple, mon choix de seconde langue vivante qui était l'espagnol, c'était par rapport aux mystérieuses cités d'or, parce que j'espérais secrètement un jour faire un voyage en Amérique du Sud ou même au Mexique pour pas découvrir les cités d'or, mais voir un petit peu ce que donnait ce qui restait des civilisations précolombiennes. Ça m'intéressait. Pour Star Wars justement, beaucoup vous diraient que leur passion des étoiles, de l'astronomie, etc. peut éventuellement venir de là, même si ça reste j'allais dire de l'heroic fantasy, de la science-fiction. Reste que les sources, pour certaines évidentes, pour d'autres beaucoup moins, qui ont inspiré George Lucas pour faire Star Wars, ont aussi inspiré énormément d'autres personnes. Je pense immédiatement à Alexandre Astier, qui est incollable bien évidemment sur le mythe arthurien, mais mythe arthurien qui est largement utilisé dans Star Wars. Et d'ailleurs, Alexandre Astier, il fait référence à Star Wars assez souvent dans Kaamelott, voilà, même avec un épisode dédié où il a un sabre laser. C'est assez amusant. Donc tout ça pour dire que, voilà, d'habitude je n'aime pas l'intellectualisation à outrance d'un sujet qui se doit de rester quelque chose qui finalement nous fait voyager. Mais là il se trouve que c'est intelligent, c'est bien foutu et qu'en plus de ça c'est super bien illustré. Alors c'était aux presses de la Cité, en tout cas en 2005. C'était vendu donc à l'époque 26 €. Je ne sais pas si c'est encore édité, mais en tout cas, voilà. Et si je me rappelle bien, en fait, je l'avais trouvé chez des bouquinistes. Alors, il me semble que c'était à Bruxelles, mais peut-être pas. Reste que donc, a priori, donc, on est supposé trouver ce bouquin assez facilement et pas nécessairement au prix fort. Je crois l'avoir vu sur le net en occasion à même pas 5 €. Donc, très sincèrement, 5 €, vous achetez ça, vous le regretterez pas. Maintenant, on va voir à l'intérieur justement ce que ça donne. Donc, la magie du mythe, la guerre étoiles, la magie du mythe, la guerre étoiles, la magie du mythe. Je crois que ce bouquin s'appelle La magie du mythe. Et donc 2005 pour l'édition présente que j'ai dans les mains, mais il est écrit Presse de la Cité 98 pour la traduction française, et apparemment c'est copyright 97 pour tous les documents Lucasfilm qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, table des matières, la guerre des étoiles et la mythologie classique, hein, le parcours du héros et la lutte du bien contre le mal, aux origines du mythe moderne, influence culturelle et classique, image mythique, l'aspect visuel de la guerre des étoiles. Donc là, rapport effectivement au mythe, hein,
là, on a quand même la chute d'Icare, le retour de Jason, les jumeaux Romulus et Rémus, hein, les fondateurs de Rome, Oedipe et le Sphinx, ici. Et l'affiche de la guerre des étoiles, une des affiches qui d'ailleurs, franchement, envoie du lourd. Moi j'aime beaucoup cette illustration, avec en plus du vrai bois derrière. Enfin, ça fait vieille affiche de cinéma abandonnée alors que ça venait de sortir. Voilà. La conquête de la Lune par nos cousins américains. Ici, le premier film de George Lucas, à savoir THX 1138, et sinon American Graffiti, qui a vraiment lancé la carrière en fait de George Lucas au début des années 70. Là, des storyboards de la séquence d'ouverture de la guerre des étoiles avec des Stormtroopers beaucoup plus menaçants qu'ils ne le sont au final. Alors, les Vierges du Rhin, Robin des Bois, présentation classique du bien et du mal, et surtout là des croquis qui d'ailleurs au passage vont inspirer pas mal de personnages du début de la série Rebels. On voit un personnage comme ça, littéralement. Il me semble que Leia est d'ailleurs habillée comme ceci, quand on la voit dans la série Rebels. Voilà, donc je parlais du mythe arthurien tout à l'heure. Ici donc, entre guillemets, la disparition d'Arthur qui va être amenée vers Avalon. Ici, c'est assez amusant de voir que c'est une étude pour le quartier général des rebelles situé à l'origine au centre d'une plaine verdoyante. Et ben, si ça vous dit rien, sachez que donc, encore je le répète, ce livre date pour la version anglaise de 1998. Et bien, pratiquement 20 ans plus tard, c'est dans la série Rebels qu'on voit ce genre de choses. Et il me semble que ce sont ce genre de choses qu'on voit. La planète du héros, donc la planète Lothal. Il me semble qu'on voit ce genre de choses assez souvent sur sa planète, et c'est peut-être même aussi le design retenu pour un temple Jedi caché sur sa planète. Voilà, donc comme vous voyez, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc là c'est une citation de Campbell qui est bien connu de ceux qui tentent d'analyser les films, les livres qui ont du succès avec des héros, des machins, des trucs, des bisous. Bon, ça, à chaque fois, apparemment, c'est le même profil. Donc Thésée pour l'image d'avant. Là, c'est une image de fond spatial avec Tatooine. Le roi Arthur, encore une fois. Luke n'est au départ qu'un jeune garçon sans expérience, tout comme le fou du jeu de tarot divinatoire. Donc on en est même à faire une comparaison avec des jeux de cartes. Là, ce qui m'intéresse, c'est le design de départ du véhicule des Jawa. Là, c'est le design de départ de 6PO et de R2D2. Il se trouve que là aussi, ces designs-là ont été retenus pour Rebels et ont été repris tels quels. Et les bras qu'on voit ici pourraient rappeler justement le design de Chopper, toujours dans Rebels. Donc encore une fois, rien ne se perd. Donc R2. Ici, Vassilia s'aventure hors du repère de Baba Yaga. Il me semble que c'est une sorcière d'un mythe russe. Cet homme des sables fait office de féroce gardien de seuil, effectivement. Puisque, en fait, c'est après cette rencontre fracassante avec un Tusken Raider que Luke va finalement, non pas trouver, mais va être trouvé par Obi-Wan Kenobi, son futur maître. Statue de gardien ici, alors je sais pas si c'est chinois ou japonais, mais en tout cas c'est aussi une figure classique, j'allais dire mystique, asiatique. Le sabre, l'arme, l'objet qui permettra de terrasser le monstre, d'arriver à ses fins et qui rend le héros exceptionnel. Avec ici Siegfried de l'anneau des Nibelungen.
Voilà. Tu retires l'épée du rocher, enfin voilà. Oui, mais outre que donc l'explication autour des mythes et les rapports avec Star Wars, là c'est Ulysse par exemple, avec les sirènes, qui sont au départ représentés comme des vautours, comme des oiseaux carnassiers avec des têtes de femmes, mais au chant qui attire les pêcheurs et les amène à leur mort. Reste que donc du coup ce qui est intéressant pour moi surtout, c'est qu'il y a là par exemple il y a une première version de Land Speeder ici avec une superbe illustration de Ralph McQuarrie, et là on voit aussi par exemple la première version de Chewbacca, qu'on retrouve d'ailleurs là encore dans Rebels avec des jambes différentes, mais le personnage y est directement. Là c'est assez amusant, j'avais déjà vu ça dans un autre bouquin, un des premiers bouquins que j'avais de Star Wars, qui était le Art of de Star Wars. C'était des dessins qui présentaient donc des concepts de vêtements pour les personnages de Star Wars, et on remarquera que ça fait quand même un peu dessin d'enfant, mais nombre de concepts et de vêtements justement développés viennent de ce genre d'idées. C'est pas forcément extrêmement développé comme ça a pu l'être par exemple avec les magnifiques costumes et vêtements de la reine Amidala pour Star Wars 1 en 99, mais ça le fait quand même de se dire que là, à partir de là, hop, le pirate corélien, bah, c'est Han Solo et on le reconnaît immédiatement, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin en termes de dessin. Greedo, Han Solo, Chewbacca, et là encore, vous remarquerez que cette illustration où on voit pourtant R2D2, 6PO, un Stormtrooper, bah là on voit quand même deux personnages qui vont se confronter, et là on en voit un avec une queue et une pose un peu démoniaque, et ben cette scène là on la voit littéralement telle quelle dans, je crois, Star Wars 7, quand ils arrivent dans cette espèce de copie mal foutue de la cantina, mais on le voit, ce personnage. Donc le labyrinthe, le fait d'aller sauver bah ici une princesse, hein, ça c'est un grand classique, hein, forcément. Toujours le labyrinthe et le monstre, pas le Minotaure mais pas loin. Ici une belle image d'ailleurs du cockpit de Luke avec son X-Wing. Là, ce que j'adore, c'est une de mes images préférées avec donc les chasseurs de primes qui sont réunis par l'Empire et surtout par Dark Vador pour trouver plus facilement Han Solo et son Faucon Millennium, parce que bah, ses forces armées n'en sont pas capables. Ici, Empire contre-attaque avec un autre monstre qu'on voit à peine dans la première version, un petit peu plus dans l'édition spéciale de la fin des années 90, à savoir le Wampa. Mais c'est pas le seul monstre de l'Empire contre-attaque, il y a l'espèce de ver géant dans les astéroïdes qui pourrait rappeler justement donc les monstres marins des contes et légendes et des mythes, et même tout simplement l'histoire de Jonah. Alors là, ça pourrait être Tristan et Iseut. L'arrivée de Luke dans un endroit pas forcément très accueillant, mais qui se révélera être l'endroit où il apprendra le plus concernant ses pouvoirs, son rapport à la force, etc. Et même d'autres secrets. Et on voit là d'ailleurs encore autre chose qui est utilisée dans Rebels, à savoir des arbres qui ne sont pas des végétaux sur Dagobah, et qui sont des créatures araignées et qui pondent des œufs. Et il se trouve que ces créatures araignées, on les voit encore dans Rebels avec une des premières bases des rebelles. Je crois que c'est à partir de la saison 3. Et ils ont d'ailleurs bien du mal à s'en sortir par rapport à ces créatures. Ils apprennent à les éloigner. Mais sinon, donc, les arbres qu'on voit sur Dagobah ne sont pas supposés être des végétaux, mais du coup plutôt des animaux qui se baladent en plus. Yoda,
avec quantité d'animaux autour de Dagobah. J'aime beaucoup cette illustration, la seule chose qui manque finalement, c'est l'ambiance très particulière de cette planète avec le brouillard. Mais on rappelle qu'ici, c'est moins du lutin dont Yoda est inspiré que des yokai japonais. Ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le rapport avec les mythes asiatiques et surtout la culture populaire et le bestiaire fantastique, j'allais dire même les films fantastiques ou pas, ou de samouraï aussi, de japonais, le rapport est évident avec le monde de Star Wars, mais il faut parfois le rappeler. Sacrifice et trahison avec Lando, personnage classique s'il en est. Là, une scène qui n'était pas dans la première version de l'Empire contre-attaque, on l'entendait mais on ne le voyait pas. Mais ce qui m'amusait, c'est qu'à l'époque, j'avais un collecteur d'images et on voyait les scènes coupées, on voyait les scènes, j'allais dire censurées, de l'Empire contre-attaque que j'avais vu au cinéma. Et c'était ce qui me rendait certains documents quand même assez précieux. Donc, Han Solo dans la carbonite, plus mort que vivant, Boba Fett. Alors ce qui est amusant, c'est que là, cette image-là, a priori, est une image qui serait plutôt du retour du Jedi. L'arme et la couleur de certains éléments de l'armure de Boba Fett ne sont pas les mêmes entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Là, très clairement, c'est l'arme du retour du Jedi, et ça, pareil, c'est un avant-bras de son armure qui est du retour du Jedi. C'est beaucoup plus petit dans l'Empire contre-attaque et c'est pas de cette couleur-là. Là, c'est amusant parce que c'est une image en fait de tournage et vous remarquerez que les effets spéciaux pour les épées n'ont pas été ajoutés. Donc en fait, c'est vraiment une photo prise sur le lieu de tournage. Bon, ça, c'est une photo classique s'il en est, on l'a vu partout. C'était affiché dans tous les cinémas, dans tous les magazines, partout. Voilà, le storyboard qui va bien. Là, pareil, vous voyez, là, les épées sont pas allumées. Et là, c'est le rapport entre le père et le fils, le père et les enfants. Là, c'est quand même un dieu qui mange ses enfants, qui est quand même bien connu. C'est Chronos qui va échouer à bouffer tous ses enfants, puisque c'est Zeus qui va réussir à s'échapper, qui va délivrer ses frères et sœurs, qui va du coup devenir le dieu des dieux, et Chronos et les autres titans qui ont précédé les dieux vont être envoyés dans les enfers, j'allais dire grecs, et sinon moi je l'appelle Chronos, mais là il l'appelle Saturne, puisque c'est le nom donné par les Romains. Là, il y a un rapport que j'aurais pas forcément fait entre Luke et Galahad, le chevalier Galahad, toujours dans le mythe arthurien. Et là, pareil, image iconique s'il en est, avec Luke qui s'échappe, mais arrive quand même à s'en sortir. Et il est suspendu entre ciel et terre, entre paradis et enfer, sachant qu'en plus, le ciel est vers le bas. C'est vrai que la cité suspendue, la cité de gaz minier de Bespin pourrait figurer une espèce de terre retournée. Mais voilà, vous voyez, c'est le genre de rapport qu'il y a à l'imagerie de Star Wars qui nous parle parfois de manière totalement inconsciente. Perséphone qui revient du royaume des morts, rapport avec le palais de Jabba, bon pourquoi pas. Là aussi ce qui m'intéresse c'est quand même les photos, très très belles photos du déguisement de garde du palais de Jabba de Lando, déguisement qu'on retrouve en fait, qui était déjà dans le Faucon et qu'on retrouve dans le film Han Solo, donc vraiment très bon. Là le costume bien connu de la princesse Leia qui est transformé en esclave. Ici le Rancor, je vous l'ai présenté d'ailleurs en maquette, mais là encore des monstres, toujours combattre des monstres. Et là les vaisseaux de Jabba, les barges en fait de Jabba pour amener au Sarlacc
et qui pourrait rappeler effectivement les bateaux pirates et le supplice de la planche pour être envoyé à sa mort. L'empereur, alors là il parle de l'hydre, je ne sais pas quel rapport, il faudrait que je relise ça correctement, mais là encore une fois, des images de tournage, des images des films, des images de production, alors que ça parle justement des mythes, etc. Là les Ewoks qui reconnaissent en 6PO peut-être une divinité. Descente aux enfers, réconciliation avec le père. Là, on a quand même un empereur, j'allais dire très cartoon, en fait, c'est même plutôt BD. Donc, on achève la réconciliation avec le père, mais trop tard, il meurt, mais il accède à un autre niveau de conscience et d'existence, puisqu'il rejoint les esprits d'Obi-Wan Kenobi et de Yoda. Et là, c'était la véritable image justement du film original. Au moins ça n'avait pas été modifié comme après 99 pour remettre le Anakin Skywalker jeune, ce qui est complètement ridicule puisqu'à ce moment là il aurait fallu que Obi-Wan soit jeune aussi, et puis peut-être un baby Yoda là aussi carrément. Enfin bon, très très belle image aussi. Le soin apporté à l'Empire contre-attaque au niveau image, lumière, décor, c'est ce qui en fait, c'est un des nombreux aspects très positifs de ce film. Alors là, il me semble que c'est une gravure babylonienne, je ne sais plus, mais il y a écrit le monstre du chaos et le dieu du soleil, gravure d'un panneau mural assyrien. C'est quand même du 800... avant Jésus-Christ, quoi, il y a 2800 ans. Aux origines du mythe moderne, influence culturelle et classique. Alors le western, ça c'est une évidence aussi dans Star Wars, il y a un côté western évident, c'est encore plus évident maintenant avec la série Mandalorian. Les duels à l'épée, donc là, forcément, c'est les films de sabre japonais. Même les costumes s'en inspirent ouvertement, font des mélanges entre justement par exemple les costumes et les casques par exemple allemands et les casques de samouraï, l'ère de la conquête spatiale et de la science-fiction. Il est clair que quand on passe de la planète des singes et 2000 ans l'Odyssée de l'espace et que l'année d'après, hop, l'homme est sur la Lune, ça inspire, ça aussi, ça fait partie des choses, quand on est né au XXe siècle en tout cas, qui font que ça nous parle. Là, je vous parlais justement des créatures araignées de Dagobah, en voilà une. Voilà, ici, des créatures qu'on voyait à peine dans le Retour du Jedi, hein, à savoir donc Weke et ils appellent ça Woof. Si je me rappelle bien, c'est un Nikto. On le voit d'ailleurs dans la terrible et très très mauvaise série animée Résistance, mais c'est des personnages qu'on voit justement beaucoup plus dans Clone Wars, dans Rebels, maintenant dans Résistance. Et là on a un garde gamorien, le Rancor, voilà, superbe. Ici il me semble que c'est, oui voilà, c'est un extrait d'une planche de Flash Gordon qu'on appelait en France Guy l'éclair. Donc Flash Gordon aurait été une source d'inspiration non négligeable pour George Lucas pour la Guerre des Étoiles. C'est beaucoup plus visible étrangement dans la prélogie, surtout au niveau des vêtements, des ambiances, mais ça peut se voir éventuellement aussi au niveau des armes, de beaucoup de choses. Les aides de la forêt avec les Ewoks, etc. Ça fait effectivement très Flash Gordon. Il faut savoir que donc Flash Gordon et compagnie, c'était des histoires qui existaient non seulement en comics, en BD, mais qui étaient aussi des sérioles, à savoir en fait l'ancêtre des feuilletons télévisés, puisque à l'époque on pouvait voir ce genre de choses qu'au cinéma. Donc en fait c'était des histoires à suivre qui passaient sur grand écran en noir et blanc, et j'imagine très certainement en muet, mais voilà, ça a bercé certainement l'enfance de pas mal d'Américains. La Seconde Guerre mondiale, ça c'est une influence évidente, mais encore plus évidente, je ne sais plus si c'est développé là-dedans, mais c'est la guerre du Vietnam.
Mais l'Empire, le rapprochement avec les nazis, c'est une évidence. La crise des années 70, donc c'est oublié peut-être aussi que dans les années 60, c'était vraiment la guerre froide au pire de son apogée, je dois dire, puisque bon, avec la crise des missiles cubains qui auraient pu précipiter le monde dans la guerre, c'était quand même pas rien, quoi. L'homme contre la machine, donc c'est vrai que Dark Vador, c'est un cyborg. Il est en vie grâce à des machines, il a ses membres qui sont des machines. Voilà, c'est un cyborg. Hop, très très belle image de la base impériale sur Endor, et là de l'antenne qui envoie en fait ce qui protège l'étoile noire en construction. Là, il compare ça à un bombardier, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'arme ultime, c'est celle qui permet à l'Empire d'asseoir sa puissance, et de se débarrasser du Sénat et d'un autre pouvoir que celui de l'empereur. Héros féminin. Alors à l'époque, des héros féminins dans Star Wars, il n'y en a pas des masses. Il y a Mon Mothma, qu'on voit beaucoup plus d'ailleurs dans Rebels que dans les films. On a évidemment la princesse Leia et puis c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est fini. Donc si des gens regrettent que Disney a racheté Lucasfilm, en attendant, ça a permis quand même de rajouter pas mal de personnages et de personnages féminins. Certains sont forts comme Rey, d'autres sont bon, pas très appréciés et n'apportent pas grand chose comme Rose. Mais le fait est que du coup des personnages féminins, maintenant on n'en a pas presque autant que les personnages masculins, mais on a enfin une sorte d'équilibre. Image mythique, l'aspect visuel de la guerre des étoiles. Donc ça, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que ce qui est utilisé là par les hommes des sables, en fait, sont très clairement des choses qui avaient été utilisées dans la série Doctor Who. Et là, ici, ce sont des armes qui seraient inspirées de sortes de haches, les Lochebus, lances utilisées par les troupes écossaises médiévales. Voilà. Uniforme, armes et appareils volants. Donc, on est dans le vif du sujet. Hop, vous voyez, là, on a le Mauser qui devient l'arme de Han Solo. Ici, le fusil mitrailleur Sterling qui devient le blaster des Stormtroopers. Et on observera qu'ils ont quand même gardé la crosse qui est rabattue ici. Mais qu'ils ont juste rajouté des trucs qui pourraient être pris sur la crosse, là sur le côté, et là le chargeur a été changé, mais finalement c'est quand même assez semblable, mais le peu qu'ils ont rajouté fait que c'est une arme différente, et ça fait très science-fiction, et c'est encore plus valable pour l'arme de Han Solo, qui me semble être la version du Retour du Jedi, mais bon. Les tranchées qu'on retrouve avec la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque, le X-Wing qui serait comparé à un F-16, là, il est évident que la cabine de pilotage du Faucon reprend en fait ce qu'on voyait dans les B-29. Et pareil pour les canons du Faucon qui ressemblent aux canons qu'il y avait sur les forteresses volantes qui permettaient de se défendre contre d'autres avions. Bombardement, machin, tout ça. Voilà. Ici, pareil pour les tenues de pilote. Les bases. Donc là, ça ressemble bien évidemment à un porte-avions. Une touche art déco. Alors là, c'est pour rappeler que C3PO ne serait pas C3PO s'il n'y avait pas eu Metropolis. Donc au début du XXe siècle, si je me rappelle bien, c'est un film des années 30. L'Allemagne hitlérienne, alors voilà, je suis pas sûr que, voilà, 1915. Les influences de l'extrême-orient, on en a déjà parlé. Donc là, casque de Dark Vador, et là, ce casque de samouraï moustachu, le rapport est évident.
transformation de Luke de simple fermier de Tatooine, planète désertique perdue au milieu de la galaxie, en héros de la rébellion et enfin chevalier de Jedi. Décor mythique. Alors là, le palais impérial et les pyramides de Coruscant, tableau de Ralph McQuarrie. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, à part les romans qui développaient autour de la planète impériale et donc en fait la planète capitale de la galaxie, si vous voulez, ça n'existait que dans les romans. Et on ne voit vraiment Coruscant que dans la prélogie et bien évidemment dans la nouvelle édition de la trilogie d'origine. Voilà, mais sinon, voilà, c'était comme ça qu'ils voyaient ça au départ et ça a bien changé. Et voilà. Donc ça me rappelle que j'ai un joli casque grâce à Doikim. Coucou Doikim. Et voilà. Donc, un livre que je trouve intéressant et dans son sujet et dans ses illustrations, ses choix d'illustrations. Donc un double intérêt, j'allais dire. Un livre qui a 20 ans, mais qu'on peut très certainement encore trouver maintenant. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà, surtout avec l'actualité, avec l'épisode 9 de Star Wars. Donc n'hésitez pas, ça peut être aussi un très beau cadeau de Noël. Voilà, et ben écoutez, on en a terminé avec ce livre La magie du mythe. J'espère que la présentation de ce bouquin vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous connaissez déjà, si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la dernière présentation de bouquins de l'année 2019. À très vite.